Une production Stéréolab. Mais souvent, j'ai une sensation que les premières pièces qui sortent sont les plus réussies. Plus spontanées et pas dans l'attente de quelque chose de précis. Déjà, c'est pas si simple de dire ce qui m'anime dans ce métier-là. La chose qui est sûre, c'est que l'important, c'est la route. Ça n'est pas le résultat. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Pour ce 3e épisode, je vous emmène à la rencontre de Karen Swamy, céramiste, dont l'atelier est situé entre l'Institut Giacometti et la Fondation Cartier, dans le 14e arrondissement de Paris. Ce qui m'a immédiatement séduit dans le travail de Karen, c'est la justesse et l'épure, l'harmonie des formes, de la matière et des textures. D'ailleurs, Karen dégage une énergie et une spontanéité que l'on retrouve dans son travail. Instinctivement, elle cultive l'imperfection en jouant avec le hasard qui constitue le caractère unique de ses pièces. Unique, son parcours l'est également. Elle suit des études de commerce, travaille dans la promotion immobilière et bifurque vers la production cinématographique quand finalement, la poterie, découverte à l'enfance, revient dans sa vie, s'impose comme une évidence et la révèle artiste. Bonjour Karen. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, Bienvenue merci. dans mon atelier boutique, showroom, un peu tout. Enfin, une boutique sale ou un atelier propre, comme on veut. Là, on a une belle vue sur la rue, sur un petit bout du jardin de Saint-Vincent-de-Paul. Et voilà, j'ai une belle lumière pour travailler. Le tour est ici. Là, il y a un espace de vitrine où on peut à la fois me voir travailler et voir des pièces aussi qui sont exposées. C'est vraiment comme un showroom. Au début, il y a eu des gens qui sont venus regarder parce qu'ils étaient curieux. Il y a des enfants aussi qui s'arrêtent. C'est pas du tout dérangeant. Au contraire, c'est même assez plaisant d'échanger avec les gens. Là où il y a un petit peu plus de monde maintenant, c'est avec la nouvelle proximité dont je me réjouis de l'Institut Giacometti, qui fait qu'il y a beaucoup plus de passages dans cette rue qu'il n'y avait antérieurement. En rendant son atelier visible et accessible à tous, Karen a fait le choix de montrer le geste au public dans un cadre minimaliste. Le geste et la route sont des mots qui reviennent souvent dans son discours et caractérisent sa démarche artistique. Donc voilà, c'est mon tour qui est donc dans la pièce principale. Mais j'ai pris le parti de l'encadrer dans un meuble que j'ai fait sur mesure en chêne pour cacher ce tour en plastique que je trouve pas beau et pour me rapprocher d'une structure d'un tour traditionnel japonais, c'est-à-dire une espèce de grande caisse en bois. Les Japonais ont cette structure-là en carré et s'assoient sur un des bords et mettent les outils sur l'autre bord. Donc je trouvais ça plus joli et c'est aussi beaucoup plus pratique. Pour tourner, il y a ça qui est une espèce de spatule pour retirer la pièce du tour, l'aiguille du potier qui est importante, il y a une estèque en métal ou une estèque en bois. Bon, moi, j'aime bien travailler avec une estèque en métal, ce qui m'aide à donner la forme. Une éponge. Hop, la voilà. Et puis, ce que je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas là, mais voilà, un seau d'eau. Voilà, et on tourne avec ça. J'adore les outils, je trouve ça super beau. Et puis en fait, j'utilise que ça. Donc j'ai plein d'outils, mais en fait, j'utilise que ça. Alors parfois si, pour faire des trucs, on essaie d'être un peu ingénieux. Mon angle de vue, mon prisme dans la vie, c'est à quoi ça pourrait servir pour faire de la céramique. Je suis toujours au rayon sous-sol du BHV. Voilà, et tout peut être détourné pour être un outil. Normalement, pour tournaser, c'est-à-dire pour sculpter la pièce, on utilise des objets comme ça, des mirettes. Moi, j'utilise des grandes barres métalliques, soit des scies à métaux, soit des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Après, pour faire des empreintes, tout est possible. Voilà, après, on peut prendre des tissus pour faire des empreintes, des dentelles, des boutons. Enfin, voilà, après, l'art de l'empreinte, c'est infini, on va dire. Si les œuvres de Karen sont aussi évidentes aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'elle a su suivre son instinct et remettre en cause ce qu'il aurait été facile de tenir pour acquis. En fait, j'ai commencé la poterie comme les enfants commencent à 4 ans, 5 ans, à mettre les mains dans la terre, etc. J'aimais bien ça. J'ai continué longtemps. Je dis ça jusqu'à l'âge de jeune adulte, mais je ne tournais pas à l'époque.
Puis après, la vie m'a emmenée ailleurs. Et j'ai recommencé, il y a une petite dizaine d'années, presque par hasard. J'ai repris des cours de céramique et puis j'ai passé un CAP de tourneur à distance, que j'ai installé un four et un tour dans mon bureau, et je faisais ça à mes heures perdues. Puis mes heures perdues sont devenues mes heures de travail, donc je faisais les deux en même temps. Il m'arrivait de répondre de faire des rendez-vous téléphoniques les mains dans la terre sans que mon interlocuteur le sache. Et puis après, j'ai commencé à avoir des commandes, beaucoup de commandes, et puis à un moment, il a fallu que je choisisse entre les deux métiers. Et j'ai choisi la céramique pour mon plus grand bonheur, voilà. Donc c'est professionnellement un nouveau métier, mais c'est une ancienne passion, on va dire. J'ai appris des trucs toute seule, parfois en allant chez des céramistes qui organisent des workshops, et puis en faisant. C'est aussi l'art des gammes, comme le piano. Donc pour en faire, il faut en faire. Et pour savoir en faire, il faut en faire beaucoup, voilà. Au vu de ce parcours atypique, j'ai voulu savoir si Karen avait abordé le travail de la même manière dans ses différents métiers. Évidemment, c'est extrêmement différent. Après, la façon dont on aborde le travail, en tant que tel, je pourrais pas répondre très spontanément, dans la mesure où j'ai toujours beaucoup travaillé, donc que ce soit la terre ou autre chose, que je suis perfectionniste, que ce soit dans la terre ou dans d'autres domaines. Voilà, par exemple, ça, ce sont des qualités ou des défauts que je retrouve dans l'exercice de mes différents métiers. Après, c'est pas du tout la même chose. On s'expose toujours un peu, mais là, c'est la première fois que je me positionne comme artiste et que je montre mes tripes, on va dire. Donc, ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, moi, j'ai vécu ces métiers-là, qui est aussi un métier de passion, comme étant plutôt des métiers de projet. C'est-à-dire, et c'est là où on retrouve la même chose dans la céramique, c'est on part d'une masse de terre et puis on obtient un vase à la fin. On part de rien, c'est-à-dire une idée dans la tête d'un scénariste ou d'un metteur en scène, et puis à la fin, on arrive à 1h30 de divertissement. En ce sens, ce sont des choses comparables. Ce sont des métiers de fabrication. Et pareil, quand j'étais dans l'immobilier avant, j'étais aussi dans un métier de fabrication. Ça, c'est le dénominateur commun. Après, je pourrais dire que l'immense différence, c'est qu'effectivement, je m'expose moi, donc une partie de moi, et puis je suis toute seule. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à vivre de la céramique en étant seul. Ça n'existe pas. Il faut des gens pour la vendre, il faut des gens pour l'aimer, il faut... Voilà. Mais dans le processus de fabrication, je suis seule. Alors que quand on est producteur, dans le processus de fabrication d'un film, on est tout sauf seul. Et en fait, le job est de coordonner toutes ces forces. Y compris dans la promotion immobilière, d'ailleurs. Il y a plus probablement de proximité entre la production de long métrage et la promotion immobilière qu'entre la fabrication de céramique et la production de long métrage. Je pense que ça a changé beaucoup en mieux, parce que je pense qu'en fait, j'étais pas faite pour ça. Donc, pendant une vingtaine d'années, je me suis contrainte à quelque chose qui n'était pas dans ma nature. Ça a relâché une certaine pression, en ce qui me concerne. Je vais assez vite, de façon générale. Donc, et un des problèmes que j'avais dans la gestion d'équipe, c'était un problème de rythme. Donc là, j'ai plus ce problème de rythme. Il y a le rythme de la Terre, mais qui est beaucoup plus fort que finalement le rythme des autres, parce que des autres, on peut essayer d'espérer ou d'exiger qu'ils s'adaptent au vôtre. La Terre, elle ne s'adapte pas au vôtre. Donc, c'est à vous de vous adapter à elle. C'est beaucoup plus confortable, en réalité. Et puis, si ça ne fonctionne pas, finalement, les leviers, pour moi, sont plus simples, même s'ils restent complexes. Je vous invite maintenant à découvrir le travail de Karen au plus près de ses mains, à seulement quelques centimètres du tour, sur lequel elle va finir une pièce. Alors ça, c'est l'étape d'après le tournage, qui s'appelle l'étape du tournasage, ou tournassage. Je n'ai jamais tiré au clair la façon dont on devait le dire, qui est la phase où on termine la pièce qu'on a ébauchée au tournage, en retirant de la matière, en grattant et en donnant une forme, en tendant une forme, on va dire. Donc c'est une phase que moi j'aime particulièrement, c'est celle où on va un peu sculpter, on retire de la matière, on ne fait qu'en retirer, et on parfait la forme en retirant. Voilà, ça se fait sur le tour, avec des outils, les mirettes coupantes, moi j'utilise une scie à métaux aussi, qui n'est pas totalement dédiée à la céramique, mais qui peut être bien utile, voilà. J'ai tourné préalablement ce qu'on appelle un mandrin, qui est une masse de terre qui va venir accueillir la pièce que j'ai ébauchée. Donc c'est comme un cône vide au centre du tour.
sur lequel on va poser la pièce à tournaser et qui va l'empêcher de partir avec la force centrifuge du tour. Voilà. Si Karen privilégie la spontanéité, son travail est néanmoins nourri d'inspirations diverses et parfois surprenantes. Déjà, je dessine pas, donc ça c'est vrai que les formes naissent spontanément sur le tour, si c'est ça la question. Alors, les formes naissent spontanément sur le tour, oui et non. C'est-à-dire que j'ai une idée de ce que je vais faire en m'installant sur le tour. Mais cette idée, elle peut m'être venue dans la nuit, elle peut m'être venue il y a 6 mois, parce que j'ai des tas d'idées qui me traversent l'esprit. En général, c'est toujours les moments les plus incongrus, où vous êtes en train de faire autre chose, où l'esprit justement se relâche et permet à des choses plus profondes de remonter. Donc je les note. Et puis quand j'ai le temps, je me dis, je vais me mettre à faire ça. Donc là, par exemple, il y a un énorme bol qui fait 55 cm de diamètre, dans lequel j'ai mis de la corde, mais ça fait 3 mois que je veux le faire. Bon, mais j'ai pas pu, pour tout un tas de raisons, le mettre en place. Donc là, il y a 4 jours, j'ai eu le temps de le faire, donc je l'ai mis en place. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. L'idée de départ, c'est celle-là. Après, au fur et à mesure de la fabrication, j'ai d'autres idées qui me viennent, puis ça peut m'emmener ailleurs. Après, pourquoi j'ai eu cette idée-là, j'en sais rien. La nuit dernière, à 4h du matin, je me suis réveillée en me disant qu'il fallait que je fasse des plissés. A posteriori, je peux me dire, ah ben oui, parce que j'ai discuté avec une de mes élèves qui s'occupe des plissés de la maison Chanel, et donc ça c'est venu. Après, ça a percuté une autre idée, parce que j'ai été voir des sculptures de Pajou et qu'il y avait des drapés sur les sculptures de Pajou, voilà. Et donc tout ça a fait un globi-boulga, et c'est ressorti quelques semaines plus tard dans cette réveil nocturne en me disant il faut que je fasse des vases plissés. Après, voilà, les vases craquelés qui marchent assez bien, c'est une photo que j'avais dans ma cuisine du tournage de Laurence d'Arabie avec Peter O'Toole dans une chaise longue avec le désert derrière. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça sur la terre. Et je l'ai commencé à le faire sur des coupes, puis c'était vachement beau, puis je me suis dit, je vais le faire en vase. Et puis la technique a évolué au fur et à mesure. Voilà. Une fois, j'ai fait cet émail craquelé trop fin. Et cet émail craquelé trop fin, ça donne ça. Et donc, c'était pas ce que je voulais. Mais je me suis dit, tiens, ça, c'est quand même vachement beau. Donc maintenant, les prochains, ils seront comme ça. Je donne des impulsions, des directions, mais c'est mon meilleur sparring partner, le hasard. Mais il ne faut pas ne compter que sur lui. Je pense qu'il faut avoir une intention ferme et voir ce que ça donne. Et puis, si ça vous emmène ailleurs, il faut être suffisamment ouvert, ce que je ne suis pas toujours, pour le considérer comme tel. Et souvent, quand j'obtiens pas ce que je veux, c'est-à-dire quand même 3 fois sur 4, parce que la Terre est quand même un médium très contraignant, d'abord, je suis en colère. D'abord, je me dis, ah non, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ça, c'est horrible. Et au début, je cassais. Et puis, grâce à quelques stagiaires avisés qui me disent « Ah, casse pas, mets-le de côté, on verra plus tard. » Et maintenant, je mets toujours de côté et je regarde 2-3 semaines après. Et maintenant, 3 fois sur 4, je suis contente de ce nouveau résultat et je l'exploite. Il y a cependant une dichotomie à laquelle Karen doit fréquemment se confronter. Après avoir mis au point un procédé, il s'agit de le reproduire pour constituer une série d'œuvres, voire de répondre à des commandes. La difficulté consiste alors à passer du travail de l'artiste à celui de l'artisan. Ah oui, ça, je peux tout à fait revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait. Ce ne sera pas la même chose. Parce que je pense qu'une pièce, elle est le produit d'un instant donné. Donc, ce ne sera pas la même chose. Ça pourrait être la même recette de rouge, ça pourrait être la même courbe de température, ce ne sera pas la même chose. Je ne m'interdis pas de le faire. Est-ce que je le fais vraiment ? Oui, sur les rouges, je suis revenue. Les rouges, c'est la deuxième vague. La première, elle était surtout dans la découverte d'une couleur très précise. Et la deuxième vague, elle est sur un autre travail. Alors, c'est toujours le même rouge, c'est toujours la même courbe de cuisson. Vous allez trouver que c'est très ténu comme variation, mais pour moi, elle a un sens. Je travaille sur les gouttes. Donc, on va dire les vases rouges, la première génération, ils ont un bord parfait. Et les vases rouges de la deuxième génération, ils sont plus imparfaits, en tout cas pour un œil, on va dire, néophyte. Mais pour moi, ils sont beaucoup plus difficiles parce que je travaille sur l'épaisseur de l'émail en trop qui va goûter assez, mais pas trop. Donc, en termes de maîtrise de cuisson, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne pour moi un caractère plus vivant à la pièce et c'est aussi un nouveau jeu avec l'imperfection. Au début, je tournais beaucoup de porcelaine blanche, pure, simple, un tout petit peu sous-cuite qui donnait une apparence de poudre. Puis alors là, je me suis complètement lassée de ça et je ne suis pas sûre d'y retourner. Mais souvent, j'ai une sensation que les premières pièces qui sortent sont les plus réussies, plus spontanées et
pas dans l'attente de quelque chose de précis. Mais ça n'empêche pas que je vais quand même gratter jusqu'à ce que j'en ai marre. Moi, je suis pas la manufacture de Sèvres, donc j'ai pas des process ultra balisés. Donc, si j'ai une commande d'une pièce précise, ce qui m'arrive vraiment très peu, il va falloir que j'en fasse 4 pareils pour être sûr de livrer en temps, en heure, etc. Ensuite, ça, c'est vraiment pour le coup, j'ai beaucoup réfléchi sur le travail de l'artiste, le travail de l'artisan. On est beaucoup plus dans le travail de l'artisan. Là, il n'y a pas beaucoup d'intuition et de transcendance, tout le mérite mis à part. Hein. En tout cas, je suis meilleur artiste que je suis un artisan. C'est-à-dire que copier mes propres pièces, je sais le faire, mais je trouve qu'il manque beaucoup d'âme dans les copies. Je ne pense pas que soit une question de main, je pense que c'est une question d'instant, réellement. Vous avez assisté au travail sur le tour, il est temps d'aborder maintenant la question décisive de la cuisson, moment où l'artiste doit lâcher prise dans tous les sens du terme. Vous voici maintenant à quelques pas du four, au moment de découvrir les dernières pièces produites par Karen. Vous savez, il y a une alchimie qui se passe chez le céramiste, c'est la cuisson, où il faut tout lâcher, parce que de toute façon, à 1000, 1200, 1300 degrés, on ne peut plus faire grand-chose. Alors si, on peut jouer sur la courbe de température, ce que je fais. Rajouter de l'air, enlever de l'air, mais bon, on est quand même très loin de l'intervention de la main, en fait. Après, c'est vraiment soit le calcul que je ne fais pas, soit l'intuition, qui est plus mon mode opératoire. Alors, on a ouvert le four, qui est un four d'émail de basse température, où l'émail était composé de sorte qu'il tressaille. C'est-à-dire qu'ils sont un tout petit peu plus petits que la terre, en termes de c'est comme si vous mettiez un t-shirt un petit peu trop serré, et en fait, ça craque, ça craquelle, ça fait des jolis sons. C'est en fait le verre qui craque, qui se casse, qui se micro-casse, voilà. C'est assez typique de sortie de four de faïence de tressaillage. Alors ça va s'atténuer là, plus ça va se mettre à température ambiante, moins ça va chanter, mais ça peut chanter encore dans 3 jours. De temps en temps, on peut entendre encore un son, d'un ajustement en fait de l'émail sur la terre. Déjà, c'est pas si simple de dire ce qui m'anime dans ce métier-là. La chose qui est sûre, c'est que l'important, c'est la route. Ça n'est pas le résultat. C'est une sensation d'être traversée par une énergie qui ne m'appartient pas, mais dont je suis un transmetteur. Et ce qui est plaisant, qui est satisfaisant, c'est le moment où on fait. Le résultat, s'il est suffisamment bien, il permet de continuer à en faire. Et ça, c'est appréciable. Mais je suis quand même relativement détachée du résultat. J'ai aucun mal à vendre mes pièces. Au contraire, il y a une partie de moi qui n'a pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Ce qui me permet d'ailleurs de dire « ah ça c'est bien » ou « ça c'est pas bien ». Et la satisfaction, c'est d'être au bon endroit au bon moment. C'est une question d'instant. Pour moi, une pièce est signée par son instant. C'est quasiment une question de vibration. Alors, je ne vais pas partir dans des trucs très spirituels, métaphysiques ou quoi, parce que c'est pas ma culture ni mon propos. Mais quand même, les pièces vibrent, ça, c'est indéniable. Mais comme la couleur, on sait que c'est des ondes, enfin, le son, la voix, elles vibrent, elles témoignent, elles imprègnent un instant. L'instant de sa fabrication, ou je pense l'impulsion qu'on donne. Et donc, ce qui est plaisant, c'est d'avoir une bonne vibration, c'est-à-dire de se sentir aligné au moment où on fait, quoi. Voilà. Et se sentir aligné au moment où on fait, je pense que c'est pas propre à la céramique. Je sais pas quoi c'est dû, je serais bien incapable de le dire, mais c'est une sensation de ça pétille, voilà. On est bien, on est aligné au moment où on le fait. Après, pourquoi la céramique ? J'en sais fiche trop rien. Et je dois vous dire que je suis la première surprise. Mais il se trouve que je me sens alignée quand je fais de la céramique. Et je pense pas m'être sentie alignée quand je produisais des films ou quand j'organisais la construction d'immeubles. Et je suis la première surprise puisque je viens d'un univers cartésien, rationnel, et où les métiers manuels ne sont pas des métiers d'avenir, on va dire, entre guillemets. Parce que je pense que maintenant c'est l'inverse, mais à l'époque où moi j'étais à l'école, on ne faisait pas un métier manuel quand on avait des facilités à l'école, voilà. En effet, dans notre société qui n'est pas à un paradoxe près, les métiers manuels autrefois jugés négativement retrouvent grâce aux yeux des classes aisées. La matière, l'apprentissage, le geste et la transmission reprennent leur place dans un monde ultra connecté et productif.
Il n'est plus rare de voir des cadres d'agences de com abandonner gros salaires et privilèges pour devenir ébéniste ou pâtissier, au risque de nourrir un cliché bourgeois bohème. Karen Swamy pose un regard bienveillant sur ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de tendance. D'abord, alors que j'ai fonctionné beaucoup dans ma vie avec des modèles et des plans, etc. Là, j'ai pas beaucoup de modèles parce que tout est assez miraculeux quotidiennement, ce qui est assez plaisant. La seule chose que je peux dire, c'est que je vois un nombre croissant de personnes frapper à ma porte en me disant « Qu'est-ce que vous avez de la chance ? Qu'est-ce que j'aimerais faire comme ça ? Est-ce que vous donnez des cours ?» etc., etc. Donc moi, je sens un ras-le-bol croissant des métiers tertiaires. Je pense qu'il y a un problème de sens, beaucoup. Moi, personnellement, je ne pouvais plus rester derrière un ordinateur. L'administratif a eu raison de moi, bien que je sois quand même contrainte dans la céramique également, ce qui est quand même assez irritant. Enfin, quand j'ai commencé le cinéma, les contrats de coproduction faisaient 3 pages. Quand je l'ai quitté, ils faisaient 80. Je ne suis pas sûre qu'on fasse des meilleurs films maintenant qu'avant. Moi, je me dis que plus il y a d'écrans, plus il y a de réseaux sociaux, plus il y aura de céramistes. Voilà. Il y a beaucoup d'offres. Moi, j'en suis ravie. Je crois, peut-être naïvement, qu'il y a de la place pour tout le monde. Justement parce qu'on travaille sur une unicité. Et que c'est une question de vibration. Et voilà. Alors après, quand il y a beaucoup d'offres, je pense aussi que les gens ne sont pas crétins et que, comme dans le cinéma, les gens savent reconnaître la qualité. À chacun sa façon, et c'est ça qu'on vient chercher dans les pièces uniques. C'est une vibration. Chacun la sienne. Un grand merci à Karen de m'avoir ouvert les portes de son atelier. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.